Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur France 3 Limousin pour votre émission Dimanche en politique. Aujourd'hui, on va parler de lutte contre la pauvreté en Limousin. Le constat, les causes, les actions, c'est tout de suite après le générique. Plus d'un Limousin sur 10 vivait sous le seuil de pauvreté en 2016, selon les derniers chiffres disponibles de l'INSEE. La précarité, mais aussi l'isolement et le manque de soins gagnent du terrain chez les jeunes, chez les femmes ou chez les retraités. Dans nos 3 départements, les associations d'aide aux plus démunis font le même constat. D'année en année, le nombre de bénéficiaires augmente. Quelles sont les causes de cette situation? Comment lutter contre la paupérisation des villes, mais aussi des campagnes? Bref, quelles solutions pour enrayer la misère sociale? On en parle ce matin avec nos invités. Hubert Gaume, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Secours catholique en Limousin. Alain Depuy-Chaffray, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président des Restos du Cœur de la Haute-Vienne. Jean-Luc Brustis, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des Petits Frères des Pauvres pour la Nouvelle-Aquitaine. Gilbert Raffier, bonjour. Bonjour. Vous êtes pharmacien à la retraite et cofondateur du dispensaire Saint-Martial à Limoges, une structure qui est unique en France où vous évoluez aux côtés de Lydie Pioffré qui est là aussi à vos côtés, bénévole et chargée de l'accueil de ce dispensaire. Merci à tous les 5 d'être avec nous sur ce plateau. On va commencer l'émission avec ce chiffre sur le taux de pauvreté en Limousin. Les dernières données de l'INSEE, elles datent de 2016. Si on détaille par département, on voit que le plus important, c'est en Creuse, 18,4%, 15,3% en Haute-Vienne et 13,2% en Corrèze. Pour être clair, ils vivent, ces gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté, avec moins de 1 026 € par mois. On va faire un tour de table sur ce constat. Hubert Gaume, vous êtes vice-président donc, du Secours catholique. Votre association publie chaque année un rapport bien connu sur l'état de la pauvreté. Depuis 2016, est-ce que vous avez le sentiment que les choses ont évolué? Non, elles ont plutôt tendance à s'enquister. Vous avez cité le chiffre d'un petit peu plus de 1 000 €. Nous, les gens que nous recevons en Limousin, c'est 522 €. Donc c'est très inférieur, c'est grosso modo la moitié de ce chiffre-là. Donc les chiffres auraient évolué vers plus de précarité, on peut le supposer? Oui, ils ont d'ailleurs diminué depuis quelques années, légèrement, 15 €. Mais 15 €, quand vous ramenez ça à 522 €, c'est dramatique. Alain Depuy-Chaffray, du côté des Restos du Cœur, le constat, il est similaire pour vous? Il est, oui, complètement similaire. Nous, on constate une augmentation des personnes. Du fait que ce que voulait Coluche au départ, c'est que toutes les aides alimentaires, en particulier, soient gratuites. Du coup, on a les populations effectivement les plus pauvres. Et sur la campagne d'hiver, là, qui se termine, on est à plus 6% sur la ville de Limoges et on est à peu près à 2% de plus sur la Haute-Vienne. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement les critères pour devenir bénéficiaire des restos? Alors pour ce qui est pour être bénéficiaire des restos, pour l'aide alimentaire, c'est soumis à un reste à vivre par rapport à nos barèmes qui sont propres. Et puis pour tout ce qui est accompagnement autre, les personnes sont accueillies sans aucune inscription. On rappelle que la collecte, c'est les 6, 7 et 8 mars prochains. Et qu'on a besoin de bénévoles d'un jour. Oui. L'un des indicateurs de la pauvreté, c'est l'accès aux soins. Évidemment, Gilbert Raffier, vous êtes un des cofondateurs du dispensaire Saint-Martial à Limoges. Il a ouvert ses portes à l'automne 2017. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sa vocation à ce dispensaire? Alors, sa vocation, c'est d'apporter des soins que les gens ne peuvent pas honorer parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Et on pensait avoir beaucoup de personnes âgées. On en a, mais en réalité, on a énormément de jeunes, et en particulier des étudiants, qui ne peuvent pas se payer des lunettes, qui ne peuvent pas se payer d'appareils dentaires, etc. Donc on intervient essentiellement dans 3 domaines. Donc l'ophtalmologie, on a 2 ophtalmologistes. Les soins dentaires, on a actuellement 3 dentistes. Et un dermatologue qui intervient une fois toutes les 3 semaines environ. Alors on voit des images d'ailleurs de cette activité du dispensaire. Un chiffre très parlant que vous avez donné en préparant cette émission, c'est le nombre de rendez-vous dentaires qui a triplé en un an. On va le voir, on est passé de 289 à 886. Lydie Pioffré, vous les accueillez, les personnes qui viennent au dispensaire. Qui sont-ils? Toutes
je veux dire, toute catégorie de personnes, en fait, surtout des personnes dans la précarité, je veux dire, qui ont certes une couverture sociale, mais qui La ont... CMU, par exemple ? La CMU, par exemple, mais il y a des soins dentaires, des prothèses, des choses comme ça, il y a un reste à charge, et ça, ils peuvent pas payer le reste à charge. Alors, la structure est unique en France, je le disais. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas d'autres structures comme ça, Gilbert Raffier ? La loi ne permet pas à des bénévoles de travailler gratuitement dans un dispensaire. Normalement, on doit toucher au minimum le SMIC. Alors nous, on avait proposé au départ, ne connaissant pas cette loi, de toucher 1 euro par mois pour ce salarié. On nous a expliqué que ce n'était pas possible. Donc, si Alain Bourrion n'était pas allé au ministère de la Santé, ce dispensaire n'aurait jamais vu le jour. Il a fallu donc vous 3 ans. bénéficiez d'une dérogation, en fait. Voilà, on a eu... C'est une période d'essai de 3 ans qui a été consentie au niveau du ministère de la Santé. Alors, autre corollaire de ce qu'on appelle la précarité, c'est l'isolement. Jean-Luc Brustis, vous êtes directeur des Petits Frères des Pauvres de Nouvelle-Aquitaine. L'association elle a pour but vraiment de retisser du lien, de briser l'isolement. Vous menez depuis peu des actions en Creuse. Il y avait de gros besoins, ça a été le cas notamment à Noël, on va avoir quelques images. Il y avait des gros besoins dans le département ? Oui, effectivement, c'est vrai que la Creuse est le département où il y a le plus grand nombre de personnes âgées en France, et je crois même en Europe. Donc de fait, c'était un département sur lequel on n'était pas présent, et en fait, depuis 3-4 années maximum, effectivement, une équipe se développe, et se développe effectivement à vitesse rapide, puisque les besoins sont là. Et cela répond à la fois à un désir aussi d'engagement, je pense, de citoyens. Au niveau des bénévoles, par exemple. Au niveau donc, du bénévolat, parce qu'effectivement, l'action repose sur du bénévolat. Et effectivement, on sent bien qu'il y a aussi des besoins. Et bon, voilà, on ne peut pas couvrir entièrement la Creuse, de fait, mais on est allié dans une mobilisation avec d'autres associations pour lutter effectivement contre l'isolement des personnes âgées. On sait que la solitude, c'est un facteur aggravant dans beaucoup de situations. Oui, alors c'est vrai que on prend conscience actuellement que l'isolement peut être un facteur de risque, effectivement, au niveau de la santé. Des études commencent à apparaître sur ce sujet-là. Et effectivement, nous, on le constate depuis effectivement plus de 70 ans, effectivement, que l'isolement des personnes âgées, effectivement, n'aide pas ces personnes à vivre encore des projets, tout simplement, et que c'est plutôt un facteur de mort sociale. De mort sociale ? Oui, alors le terme, effectivement, peut faire frémir un petit peu, hein, mais quand on ne compte plus pour personne, quand on n'existe plus, voilà... on peut passer une journée entière sans adresser la parole à quelqu'un. Effectivement, on est dans une situation de mort sociale. Le constat, vous le partagez, on le voit bien, le tissu social, il est fragilisé, il se précarise. On l'a aussi vu quelque part avec la crise des Gilets jaunes. Sur quoi il faudrait agir en priorité ? On pense au logement, la précarité énergétique, l'habitat insalubre. C'est une réalité, Hubert Gaume, dans les campagnes du Limousin et même en ville d'ailleurs ? Oui, c'est vraiment une réalité parce que quand on regarde la situation, les gens viennent nous demander des aides et la première demande d'aide n'est pas l'aide alimentaire, mais elle est l'aide pour le logement. Pour le logement, parce que la plupart des gens que nous recevons, ce sont des gens qui n'ont pas les moyens, donc qui ont généralement des logements presque insalubres, ou du moins c'est des passoires énergétiques, et les factures, en particulier d'électricité, les gens n'arrivent plus à les honorer s'ils ont un accident de la vie. On peut être rapidement dépassé finalement par la situation. En fait. Oui, absolument. Absolument. Et la plupart des gens qui viennent frapper à la porte du Secours catholique, plus des 2/3, sont là pour qu'on les écoute, pour qu'on les accueille, et surtout qu'on comprenne leurs besoins. Et le Secours catholique veut vraiment faire avec les gens, parce qu'on est conscient que la seule façon de s'en sortir, elle est dans l'adhésion des personnes. Mais pour ça, il faut du temps, il faut les accompagner, et il faut les aider à trouver éventuellement un nouveau logement, ou à leur donner une aide ponctuelle pour leur faire sortir la tête de l'eau. Alors, on est en pleine campagne des élections municipales. Est-ce que les candidats vous consultent, viennent vous voir ? Est-ce qu'ils s'intéressent à ce thème-là, Alain Depuy-Chaffray, la pauvreté, la précarité ? Pour l'instant, on n'a pas été sollicité pour rencontrer les candidats. Vous le regrettez ?
On voudrait surtout qu'ils viennent nous voir dans des périodes autres que les élections. Mais pour rejoindre ce que disait monsieur, sur la Haute-Vienne, il y a 28% de personnes qui n'ont pas de logement. On parlait des jeunes tout à l'heure, il y a 18% de jeunes entre 16 et 24 ans. Quand vous dites qu'ils n'ont pas de logement, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Qu'ils vivent à la rue? Qui vivent à la rue. 28% de vos bénéficiaires. Oui, l'aide alimentaire, ça ne suffit pas. Il faut effectivement accompagner ces personnes-là, pousser la porte des Restaurants du Cœur ou d'une autre association. Quelquefois, pour eux, c'est la sortie de la semaine et ils ont besoin effectivement de réconfort et ils ont besoin aussi qu'on les accompagne. Il y a la fracture numérique, il y a tout un tas de choses dont ils ont besoin qu'on les accompagne et qu'on les aide. Jean-Luc Brustis, ce sont parfois les élus eux-mêmes dans les petites communes qui font appel à vous, par exemple, quand ils ont connaissance de quelqu'un qui est sur la mauvaise pente, on va dire? Oui, cela arrive, mais il y a les deux situations, effectivement. On collabore beaucoup avec les élus, les CCAS, parce que c'est eux, Les effectivement, centres qui d'action sont sociale? effectivement souvent en première ligne pour nous faire part d'une situation et nous dire, effectivement, on a peut-être mis en place un certain nombre d'aides. Mais la question de la relation sociale, de fait, elle ne se décrète pas. Elle ne peut être que vraiment dans une relation partagée de personne à personne. Donc, de fait, effectivement, ils nous interpellent. Mais on a déjà eu des cas d'élus qui, effectivement, n'ont pas trop envie non plus d'interpeller en disant on va peut-être pouvoir s'en sortir par nous-mêmes. Voilà. Gilbert Raffier, vous êtes dans un local municipal qui a été mis à disposition Oui. pour vous par la mairie. Oui, on a beaucoup été aidés par la mairie sur ce plan-là, puisque sans local, on n'aurait pas pu ouvrir. Et là, on ne paie pas le loyer, on a notre charge, le téléphone, l'électricité, le chauffage. Alors, et je l'eau. rappelle que c'est donc une structure qui est unique en France. Ce dispensaire, comment est-ce qu'il est financé? Bien, au départ, Vous avez votre petit graphique devant vous. au départ, on n'avait pas d'argent. Maintenant, on a une aide biannuelle. C'est-à-dire qu'une année, on touche 10 000 euros de la CPAM. La Et Caisse primaire d'assurance l'année maladie. suivante, on touche 10 000 euros de l'ARS l'Agence régionale de d'Aquitaine. santé. D'accord. Voilà. Donc, finalement, vous bénéficiez d'une Donc dérogation, mais actuellement, ça couvre exactement les dépenses qui sont de 10 000 euros. on peut imaginer, Lydie Pioffret, que ça va se poursuivre. On espère. Oui. Oui, je pense, oui. Les besoins sont tels, aujourd'hui, vous le C'est constatez. énorme. C'est énorme. Est-ce que vous refusez Est-ce que parfois vous avez trop de monde, trop de patients? Trop, oui, on en a trop, effectivement, mais on arrive toujours à donner des rendez-vous. On arrive toujours, ouais. Est-ce que vous envisagez de développer la structure, de l'agrandir, par exemple? L'agrandir. Alors, il nous faudrait, dans ces cas-là, des praticiens supplémentaires, déjà. Vous avez des besoins en la matière? Éventuellement, oui, on a toujours des besoins, certes. Allez-y, c'est le moment. Alors, le gros besoin que nous aurions actuellement, en fait, c'est d'un prothésiste, voire deux, prothésistes, parce que nous n'en avons qu'un seul. Prothésiste dentaire? Ou un prothésiste dentaire, donc ça serait, c'est vraiment l'urgence, là. Et quand on parle des zones rurales, là, vous êtes en ville, Oui, évidemment, mais oui. les zones rurales, c'est un terrain, entre guillemets, qui pourrait aussi être le vôtre. Alors, on a un joli projet qui est en cours. Maintenant, on espère qu'il aboutira. C'est ce qu'on appelle un dispensaire mobile, si vous voulez. Donc, sur les 3 départements, Creuse, Corrèze, Haute-Vienne, pour aller au plus profond des campagnes, quoi. Parce qu'il y a des besoins en campagne et les personnes ne viennent pas à Limoges. Alors, on va parler Donc, des solutions pour lutter contre la misère sociale. Le rapport 2018 du Secours catholique, il explique que les logiques du développement territorial ne sont pas industrialisables, mais elles doivent émerger des territoires eux-mêmes. Je me tourne vers vous, ça veut dire quoi exactement? Territoire, ça veut dire d'abord solidarité. Nous avons... Le Secours catholique est implanté sur plusieurs lieux géographiques, des fois des lieux qui sont assez communs. Donc c'est mettre en commun un certain nombre d'actions. Il y a par exemple des actions en commun qui sont au travers des commissions des aides qui se font au niveau territoriaux. Et puis également, c'est une façon aussi de partager la solidarité avec les autres acteurs de la solidarité. Bon, on a parlé des CCAS, mais il y a les Restos du Cœur, il y a les Petits Frères des Pauvres, il y a plein d'autres associations qui aident. Et on joue pleinement sur la
la complémentarité. Le territoire nous permet d'avoir cette opportunité de pouvoir multiplier ou démultiplier nos actions. C'est très important. Alain Depuy-Chevray, vous qui êtes au contact des bénéficiaires et de leurs difficultés tous les jours, j'allais vous dire, à la fois la cause et la solution à cette situation difficile, ce serait quoi pour vous ? La solution, je ne sais pas s'il y en a. Nous, on essaie d'aller au plus près des gens. On a 17 centres sur le département. Et là, on vient de lancer un camion itinérant, un peu pour rejoindre ce que veulent faire nos amis. C'est d'aller vraiment dans les communes les plus éloignées des centres, où les gens ne peuvent pas se déplacer, leur apporter de l'aide alimentaire, mais aussi les aider, les accompagner. On parlait des démarches administratives tout à l'heure. C'est de mettre les mairies mettent à disposition une salle pendant quelques heures pour qu'on puisse recevoir les personnes autour d'un café et puis qu'elles puissent faire leurs démarches administratives, quelles qu'elles soient. Avec un ordinateur, par exemple ? Avec un ordinateur. Donc, évidemment, tout ça, ça a un coût. Mais le camion vient d'être lancé. Pour l'instant, on va dans le nord-ouest du département. Mais ce camion existe, enfin, c'est pas le même, évidemment. Il existe aussi en Corrèze. Je pense qu'en Creuse, dans quelques temps, il y en aura aussi un. Alors, on parlait tout à l'heure des élections municipales, des candidats. Maintenant, on va peut-être parler des... Est-ce que des bénéficiaires chez vous, par exemple, ils s'intéressent à la vie politique ? Est-ce que ce sont des gens qui vont voter ? Ou est-ce que quand la vie est difficile, on est loin de ces questions-là ? Je pense que les personnes qu'on accueille sont loin de tout ça. Ils n'y croient plus ? Oui, ils baissent les bras, oui. Mais enfin, la majorité, ils veulent quand même s'en sortir. Hein. C'est pour ça que l'accompagnement... les accompagner au niveau... Bon, on a des ateliers informatiques, on a créé il y a quelques années un soutien pour la recherche d'emploi. Tout ça permet de les aider à sortir de l'isolement. On essaie de développer des ateliers dans chacun de nos centres. Voilà, on partage aussi avec les autres associations. Si nous, on ne fait pas quelque chose, on peut les orienter vers une autre association. Jean-Luc Broustis, quand on est isolé, participer à la vie citoyenne, ça paraît loin finalement, ou ça paraît difficile ? Ça peut être difficile, et puis on s'adresse à une population qui nous, à plus de 60%, a 80 ans et plus. Donc de fait, c'est déjà plus difficile de s'impliquer encore, mais il y a effectivement des personnes qu'on accompagne qui sont encore bien au courant de l'actualité et qui ont aussi envie de donner leur avis. Mais souvent aussi, on a des personnes qui sont beaucoup plus centrées effectivement sur leur vie à elles-mêmes. Et puis les personnes qui sont aussi en établissement, de fait, c'est plus compliqué. Et c'est un point d'attention qu'on a quand même avec les bénévoles, c'est effectivement qu'au moment des élections, effectivement, les personnes qui effectivement ont envie d'aller voter, pour que c'est vraiment un choix, puissent le faire, voilà. Donc vous les accompagnez par exemple ? Ça peut arriver effectivement qu'un bénévole arrive avec sa voiture et puis amène une personne âgée, effectivement. On est dans une époque de triomphe des réseaux sociaux, et on a l'impression que le lien social se délite. Vous êtes d'accord avec ce constat-là, avec ce paradoxe presque ? Oui, ça peut paraître un paradoxe, effectivement. Et là aussi, il faut faire attention parce que nous connaissons des personnes âgées qui sont très au fait de ce qui se passe, parce qu'effectivement, elles ont évolué aussi avec ces technologies, quand même. Certaines ont connu l'arrivée de ces technologies. Mais effectivement, ce qui nous soucie beaucoup aujourd'hui, quand même, c'est la dématérialisation qui va très vite de tous les actes administratifs, notamment. On le voit pour les impôts, notamment. Et une question, par exemple, c'est que des bénévoles... peuvent vouloir effectivement aider une personne à se connecter, mais vous voyez bien qu'il y a derrière un certain nombre de questions juridiques qui vont se poser. Être un aidant numérique, ce n'est pas simple, il n'y a pas de statut réel encore. Ouais. C'est un terme qu'on emploie et qu'on appelle l'électronisme. C'est la difficulté à utiliser tout ça. Vous y travaillez au Secours catholique ? Oui, nous y travaillons au Secours catholique. Nous avons des ateliers. Il faut savoir qu'un tiers des ménages que nous recevons ne demandent même pas des aides, parce qu'ils ignorent qu'ils y ont droit, mais surtout, ils ne savent pas comment... Ça bat en brèche donc ce discours sur la fraude sociale. Ils ne savent même pas comment accéder à ces aides. Je parle du RSA, je parle des allocations familiales. Si vous n'aidez pas les gens
à la compréhension administrative, c'est très compliqué. Par ailleurs, quand l'État se numérise, c'est autant de personnes qui vous reçoivent en tête-à-tête qui disparaissent. Et si vous ne rentrez pas dans les bonnes cases, certaines personnes ont des situations tellement particulières qu'elles abandonnent tout simplement et qu'elles refusent d'aller plus loin pour demander une aide. Alors, les derniers chiffres du chômage qui ont été publiés cette semaine sont en forte baisse, 8,1%, le taux le plus bas selon l'INSEE depuis 2008. Est-ce que ça vous encourage à être optimiste pour la suite, Alain de Puchaffray ? Je ne sais pas si on peut être optimiste, parce qu'il y a beaucoup de gens, enfin les gens qu'on reçoit sont dans des situations... alors certains ne peuvent pas aller travailler parce qu'ils n'ont pas eu de formation ou ils n'ont pas de véhicule pour se déplacer, etc. Donc on les aide par du microcrédit ou autre, mais je ne suis pas sûr que ça suffise. Et Gilbert Raffier, si vous deviez retenir quelque chose que vous a appris, cette expérience que vous menez depuis bientôt 3 ans au dispensaire, qu'est-ce que vous partageriez avec nous ? Moi, je pense que c'est l'aide sur le plan dentaire qui a été la plus importante. Et on a un accord avec le lycée Saint-Jean, le BTS d'optique, et les élèves, avec leurs professeurs, préparent des lunettes à la vue des gens qu'on leur envoie. Donc, ils prennent 1 heure avec la personne. Il faut donc que la personne soit bien à l'heure. Et au bout d'1 heure, après avoir choisi ses montures, la personne se voit remettre sa paire de lunettes avec les verres taillés et installés. Lydie Pioffret, vous avez le sentiment d'avoir changé la vie de certaines personnes ? Oui. Et elles vous le disent, je suppose. Elles sont heureuses, oui. Quand elles ressortent, je vais vous prendre l'exemple du dentiste avec leur prothèse. Là, c'est... Oui. On n'a jamais vu des gens aussi heureux, quoi. Ça fait plaisir. Dernière question, il nous reste à peu près 6 minutes d'émission. Quels sont vos besoins aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous manque pour faire plus et pour faire mieux, Jean-Luc Broustis ? Effectivement, je crois qu'on va tous dire qu'on a besoin de bénévoles et qu'on a besoin de dons, parce qu'effectivement, nos associations reposent sur la générosité du public. Et nous passons actuellement, effectivement, toutes les grandes associations que nous sommes, une période un petit peu plus compliquée sur notamment la question des dons, liée à un certain nombre de mesures qui ont évolué. Donc, de fait, effectivement, on est tous en demande de dons, d'argent et de temps aussi avec des bénévoles. Mais il y a aussi, effectivement, aujourd'hui, je crois qu'on a aussi besoin de bénévoles qui sont plus disposés à apporter certaines compétences. Et effectivement, on essaie de développer le mécénat de compétences, qui est une autre forme aussi de don, qui peut intéresser donc des gens qui sont au travail, des entreprises aussi qui ont envie de participer effectivement à un mouvement sociétal. Et donc, effectivement, c'est une piste qu'on encourage. Alors, votre président, Patrice Blanc, il disait qu'il craignait une baisse des dons, justement, à cause du bouleversement du paysage fiscal, le prélèvement à la source, la hausse de la CSG, la suppression de l'ISF. Vous le constatez ici aussi ? Oui, forcément, ça fait boule de neige. Ouais. Et nous, les dons sont en baisse au niveau de la Haute-Vienne. Vous pouvez le quantifier ? Non, on ne l'a pas quantifié, mais on s'en rend compte, oui. On est, par exemple, pour le camion itinérant, on s'aperçoit, on a demandé évidemment des partenaires et on a du mal à trouver des partenaires. Y compris partenaires publics ou l'État ? Y compris partenaires publics ou l'État. Ouais. Après, au niveau des dons alimentaires, en ce moment, on se renégocie l'aide européenne. Oui. Et pour les Restos du Cœur, ça représente 1/4 de dons alimentaires. Donc si cette aide, elle baisse, on sera forcément impacté. Hubert Gaume, pour le Secours catholique, les besoins, c'est toujours l'argent, le nerf de la guerre, les bénévoles ? Oui, surtout les bénévoles, parce que quand on valorise le travail des bénévoles, c'est beaucoup plus que les dons. Et de toute façon, comme les principaux besoins sont l'accueil, l'écoute et l'accompagnement, vous comprenez qu'on ne peut pas le faire uniquement avec de l'argent. Il faut le faire avec des bénévoles. Et je suis un peu dans la même situation que on est dans la même situation que les petits frères des pauvres. On a besoin de certaines compétences. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes à la recherche en Limousin d'un bénévole qui est en charge de la trésorerie.
Il nous manque Donc des compétences un financières. trésorier. C'est vraiment le nerf de la guerre. Nous avons également besoin d'un bénévole pour les questions immobilières. Bon, on a beaucoup de locaux qui reçoivent du public, donc il y a des mises aux normes, il y a un certain nombre de travaux à faire, des petits travaux d'entretien. Et là, je fais vraiment un appel sur des compétences un peu rares, mais qui peuvent être tout à fait intéressantes pour des gens qui viennent d'être à la retraite et qui voudraient donner un petit peu de leur temps, pas forcément d'une façon régulière, mais de manière ponctuelle, en offrant leur savoir. Alors, vous parlez des retraités qui constituent l'essentiel quand même du tissu bénévolat. Ça vous inquiète le fait que l'âge soit repoussé et que ça peut avoir une incidence sur le fonctionnement de vos structures ? Ça peut avoir une incidence. On essaie d'intégrer parmi nos bénévoles des personnes qui sont actives ou des étudiants. C'est vraiment un réel besoin. On est en train d'étudier sur Limoges, par exemple, pour le plus gros centre, d'ouvrir éventuellement le samedi matin pour pouvoir... permettre à des actifs de participer. Voilà, tout à fait. Mais on a besoin de bénévoles, oui, pour des missions bien spécifiques. Gilbert Raffier, Lydie Pioffret, les besoins chez vous, on a compris que c'était un prothésiste, voire 2 prothésistes dentaires. Oui, est-ce que des bénévoles, des compétences, ça peut vous intéresser aussi ? Éventuellement, oui. On a 2 étudiants algériens qui sont venus nous aider, un qui travaille à l'accueil et un autre qui a suivi une formation d'assistant dentaire. Et ça fonctionne très très bien, ils sont très gentils et ils nous aident vraiment. Et donc ce modèle, il pourrait faire florès dans d'autres villes éventuellement ? Je pense que oui. Oui, il y a un médecin qui est venu de Bordeaux, non ? Pour voir comment ça fonctionnait. Non, de Brive. Brive, oui. Brive, voilà, Brive. Il n'y a pas très longtemps, donc il souhaitait monter quelque chose dans ce genre. Et s'inspirer donc de votre structure pour ça. D'accord. Un dernier mot, Hubert Gaume, est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir malgré tout ? Oui, on est optimiste parce que on a l'exemple de secteurs pour lesquels on était en manque de bénévoles, puis tout d'un coup, on voit comme ça une personne arriver et des équipes qui étaient un peu à l'arrêt redémarrent. Non, je crois qu'il faut faire preuve d'optimisme, de réalisme aussi. Et puis, les gens sont par nature généreux. C'est un beau Donc message. il faut leur faire confiance. Vous avez d'anciens bénéficiaires qui sont devenus bénévoles, par exemple ? Ah oui. Et d'ailleurs, c'est une forme de reconnaissance. Les personnes, on les a sorties à un moment donné de situations difficiles, ce qu'on appelle d'accidents de la vie. Et on a, moi je connais personnellement plusieurs bénévoles qui ont pris des responsabilités au sein du Secours catholique. C'est très encourageant. En plus, ces bénévoles ont l'avantage de connaître la situation, vraiment celle d'où ils sont partis. Et ça leur donne une expertise quelque part. Absolument. Merci beaucoup à tous les 5 d'avoir participé à cette émission que vous pouvez revoir sur notre site internet. Tout de suite, c'est le Flash Info en Limousin, puis Dimanche en politique continue à Paris avec Francis Letellier. Pour les 2 prochaines semaines, place à des émissions spéciales en direct du Salon de l'Agriculture concernant la campagne des élections municipales cette fois. Un rendez-vous à noter dans vos tablettes. France 3 Limousin va vous proposer des soirées exceptionnelles avec des débats en direct et en prime time dès 20h50. Les mercredis soirs avec les têtes de liste des principales villes de notre territoire. Ça démarre le 26 février à 20h50 avec Aubusson et Limoges. Très bon dimanche à tous et à bientôt sur France 3 Limousin.